Hello tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai tourné une vidéo avec Charlotte et je vous fais l'intro après coup parce que la première fois les micros étaient pas au top. On a fait un salon de thé qui s'appelle Wonderland Pâtisserie avec des pâtisseries vraiment incroyables sous forme d'œuvres d'art. J'ai rencontré Charlotte qui m'a parlé de son rapport à l'alimentation. Et si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux et je teste des bonnes adresses en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc si vous aussi vous voulez me parler de votre rapport à l'alimentation, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour Charlotte. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Écoute, merci de participer. Avec plaisir. Hein. Depuis le temps qu'on en parlait. Depuis le temps, ouais. Je savais même pas que tu étais à Paris en fait, moi, tu vois. Ah bah si. Ouais, voilà. Et du coup, tu vas emmener prendre une pâtisserie chez Wonderland. Ouais. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle donc Charlotte, j'ai 28 ans et je tiens le compte Instagram Chameau TCA sur les réseaux, donc on s'est connus comme ça. Et je suis venue discuter de choses et d'autres avec Caroline parce j'aime bien débattre avec Caroline en DM. Voilà, non. Si tu veux, on peut débattre. Non, voilà, et parler de mon parcours. Ouais, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc Charlotte, comment tu te définis en tant que mangeuse actuelle? C'est difficile à répondre. Franchement, c'est difficile de répondre parce que je vais pas mentir, je suis encore quand même assez prise par l'anorexie, par les TCA, par beaucoup de préoccupations depuis longtemps. Et même si je vais mieux, je vais beaucoup mieux que sur les 15 dernières années. Enfin, ouais, je vais beaucoup mieux. Alors actuellement, je pourrais pas dire que, je sais pas, je suis une mangeuse contrôlée, on va dire pour le moment, enfin, mais contrôlée par les TCA. Parce qu'on peut être une mangeuse contrôlée par quoi d'autre? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on pourrait répondre, je suis une mangeuse contrôlée, je me contrôle. Il y a des gens qui pourraient répondre comme ça. Penser qu'ils contrôlent comme de l'autodiscipline ou voilà. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui pourraient te répondre ça. Mais ces gens-là, tu penses qu'ils sont dans un rapport serein avec leur alimentation? Non, on s'en doute pas, mais je te dis ce que je veux dire, c'est que moi, je vais pas te répondre, je suis dans un rapport contrôlé et serein dans mon alimentation. Voilà. Pour moi, si tu es dans un rapport contrôlé, tu peux pas être dans un rapport serein. Voilà, et donc pour moi, le contrôle, me concernant, il est pathologique. Enfin, je sais qu'il est pathologique. Et je ne suis pas dans le déni de ma situation, voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est parfois difficile de se rendre compte des choses quand moi j'ai passé beaucoup d'années vraiment dans le profond de l'anorexie, mais vraiment dans les ténèbres de l'anorexie, enfin voilà. Et maintenant je vais mieux, je vais beaucoup mieux, je m'en rends compte et tout. Mais pour autant c'est important que je sois honnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de moi-même avant tout, mais voilà, c'est que je suis pas guérie pour autant. Mais après, je suis une mangeuse qui aime manger, j'ai toujours été gourmande, j'ai jamais perdu le plaisir de manger. Ouais, je pense que c'est beaucoup de personnes anorexiques. Hein. Parce qu'en fait, si t'aimes pas manger, comment veux-tu développer de l'anorexie mentale? Ah oui, non, mais moi je suis d'accord avec toi que c'est pas une personne qui souffre, je vais mettre tout entre guillemets, mais qui souffre d'anorexie ou de PCA, sont de base des personnes gourmandes. Après, il y a d'autres trucs, mais il y a peut-être des personnes qui, avec le temps, ressentent un certain dégoût vis-à-vis de l'alimentation, ou pour qui ça devient juste une corvée. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a jamais été le cas. Ouais, moi non plus. Je pense que ça, c'est la maladie qui parle. Non, quand elle ressent du dégoût et... Je sais pas. Sans doute, oui. Oui, en fait, elles sont trop habitées par la maladie qu'elles n'arrivent même plus à se dissocier de... Oui. Après, c'est sûr que je pense que, évidemment, ça vient de la maladie. Enfin, parce qu'une fois qu'on est guéri de l'anorexie, je veux dire, je pense pour tout le monde, plus ou moins, mais l'alimentation, c'est une source de plaisir. Bah oui. Enfin, pas uniquement, c'est pas que ça, mais ça en fait c'est une grande partie quand même. Et du coup, ça a commencé comment? Alors moi, situer un début précis, c'est compliqué parce que moi, je dirais que je suis tombée malade à mes 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Et donc, à 15 ans, c'était l'année de la 3e où j'ai commencé un régime. Et voilà, j'ai commencé
la descente dans l'anorexie à ce moment-là. Après, même avant, j'avais pas forcément un rapport à mon corps. Parce que il s'était passé un peu la même chose l'été du CM2 à la 6e, où pareil, j'avais fait un régime à 11 ans, régime qui avait entre guillemets fonctionné, parce que j'avais perdu peut-être environ 5 kilos à ce Mais moment-là. t'étais grosse? Non, pas du tout. J'étais Oh, mais 5 kilos, c'est énorme à 11 ans. après j'étais grande. Je veux dire là aujourd'hui je suis grande et je faisais la même taille qu'aujourd'hui. Donc après ça reste significatif et en effet je pense que c'est jamais anodin une adolescente, une préado de 11 ans qui perd 5 kilos. Sauf que mon médecin était assez vieille école, enfin très très vieille école. Et pour lui c'était rien. C'était rien quoi. Ma mère, ça l'avait inquiété, mais lui, il avait dit oh c'est rien. Et au final, bon, la réalité, c'est que à ce moment-là, donc quand j'avais 11 ans, quand j'avais constaté que j'avais perdu 5 kilos et que c'était même pas forcément mon intention de perdre du poids comme ça, c'était plus faire attention. Bon, à ce moment-là, je les avais repris toute seule en fait. Enfin, alors c'est sûr que pour moi, dans mon dossier médical, en tout cas, ce moment-là n'est pas situé dans mes TCA. Enfin, je veux dire, mes TCA, ils ont commencé pour moi et pour les médecins à 15 ans, mais il y avait quand même un terrain un peu glissant avant. Donc tu te sentais pas bien dans ton corps en fait. J'ai toujours eu un rapport compliqué avec mon corps. Même enfant? Ouais, toute petite, vraiment depuis le plus longtemps que je me rappelle, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours, et d'ailleurs je l'ai été plus quand j'étais petite, j'ai toujours été grande et très tôt. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait ma croissance extrêmement tôt. Enfin, pour te dire, je crois que c'était à 8 ans, je devais faire 1m65, 68, quoi. Et à 8 ans, c'est quand même très grand. T'es aussi grande que moi là maintenant, quoi. Voilà, donc j'ai globalement fini ma croissance très tôt. Maintenant, je suis grande sans être non plus, je fais 1m90, quoi. Mais sachant que cette taille-là, je la faisais avant 10 ans. Ouais, mais peut-être que ton TCA, il t'a arrêté ta croissance aussi. Non, j'avais arrêté de grandir bien avant. Ah ouais. Non, j'avais arrêté de grandir. Enfin voilà, j'ai eu mes règles très tôt, à 10 ans et demi. À 10 ans, j'avais fait grandir. Donc, et donc, j'ai toujours été très mal à l'aise par rapport à ça. Parce que tu te sentais en décalage. Ouais, et très visible. Et tout le monde le remarquait. Enfin, voilà. Mais ça, c'est un truc qui revient souvent quand t'as souffert de TCA ou de TCA. À la base, c'est que, je sais pas, il y a un moment dans ta vie, tu te sens en décalage avec le reste de tes amis, oui, de tes camarades. Bah là, pour le coup, le décalage, il était... Pas forcément sur le physique, tu vois, mais tu te sens en décalage. Bah, moi, j'étais en décalage donc, du coup, avec les autres. Enfin, c'était visible. D'ailleurs, sur les photos de classe, on me mettait toujours derrière, au milieu, enfin, pour qu'il y ait un effet de symétrie. Et on voyait que moi. Enfin, genre vraiment, je faisais 3 têtes de plus que tout le monde. Et en plus, j'ai toujours été, et je suis toujours, j'ai toujours été quelqu'un de très réservé et très timide. Et du coup, c'était même en décalage entre moi et moi-même, parce qu'on voyait que moi. J'aurais préféré passer plus inaperçu. Et j'ai aussi fait beaucoup de danse. Et donc, à la danse, c'est pareil. J'étais beaucoup plus grande que les autres. Du coup, beaucoup plus imposante, beaucoup plus lourde. Parce qu'il n'y a pas que la taille. Quand tu fais 30 cm de plus que les autres, t'es aussi plus large, t'es plus lourde aussi, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est depuis que je suis petite, hein. J'ai toujours été super grande. Et c'est bizarre dit comme ça, parce que maintenant, je suis plus super grande. Mais moi, j'ai grandi en étant super grande. Ouais. Donc voilà, mon rapport à mon corps, ça a toujours été compliqué par rapport à ça. Bien que non, j'ai jamais été en surpoids, jamais été grosse. J'étais même plutôt fine, on pourrait dire, je pense. Et du coup, arrivé à 15 ans, donc tu fais ce fameux petit régime. C'était quoi en fait ce régime? Bah du coup, moi j'avais commencé par mon premier petit régime à mes 11 ans. Ouais. Mais ça, franchement, je me rappelle même plus précisément. Je pense que c'était... Enfin, je me rappelle juste que par exemple, avant d'être au régime, entre guillemets, au goûter, je prenais un peu juste ce que j'avais envie, des gâteaux ou quoi. Et après, je m'étais mis à prendre genre une compote avec des petits beurres, mais vraiment genre c'était des petits trucs, genre j'ai arrêté de boire des sodas ou arrêté de manger un chocolat entre les repas. Mais en fait, ça reste c'est assez flou dans ma tête. Donc comment ça s'est passé quand j'avais 11 ans, parce que forcément à 11 ans j'étais toute petite, et quand j'en avais 15, c'était à peu près, ça s'est passé de la même manière. Vraiment
Au début, ça s'est passé exactement de la même manière. Ça a été... T'as perdu facilement en fait. Juste en changeant 2-3 trucs. Voilà. Disons qu'au début, j'ai perdu, mais pas non plus de manière ultra rapide, mais j'ai commencé pareil. Vraiment, ça a été à la même période. J'ai commencé, disons, à faire attention ou à faire un régime, entre guillemets, au mois d'avril. Et puis vers la rentrée, septembre-octobre, mon médecin généraliste se rend compte, pareil, que j'ai perdu 4, 5, 6 kilos, enfin je sais plus précisément. Mais là évidemment, pareil, ma mère me ramène chez le médecin, inquiète et tout, mais ça va pas. Enfin, en plus, sachant qu'il y a eu des cas de TCA dans ma famille paternelle. Mais ma mère les a côtoyés. Enfin, ma mère, elle était assez au fait de... C'était quoi, des personnes anorexiques? Ouais, de l'anorexie mentale. Ouais. Ma grand-mère paternelle, ça n'a jamais été diagnostiqué. Non, bah parce qu'à l'époque, on diagnostiquait pas. C'est le genre de personne qui mange comme un petit oiseau, quoi. Vraiment des toutes petites portions. J'avais la même grand-mère. Voilà. Et ma tante paternelle, qui, elle, a vraiment été diagnostiquée d'anorexie mentale. Enfin, voilà. Bon, après, aujourd'hui, elle va mieux. Mais en tout cas, ma mère était assez inquiète à ce moment-là. Et mon médecin généraliste, donc toujours le même, qui est toujours celui qui me suit depuis mes 6 mois d'ailleurs, il me suit toujours aujourd'hui, qui dit de toute façon, vous avez bien vu, quand elle avait 11 ans, elle les a repris toute seule, donc là, ça va faire la même chose. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça, elle vous a déjà fait le coup. Bon, sauf que ça ne s'est pas passé de cette manière-là. D'une chose à l'autre, j'avais vu un autre médecin généraliste, je sais plus pourquoi, je sais plus si c'était pour ça ou pour autre chose, enfin bref, que ma mère connaissait aussi. Et alors lui, il s'était un peu plus inquiété par rapport à la perte de poids, parce qu'au moment où je l'avais vu, j'avais dû encore perdre 1 ou 2 kilos de plus, je sais plus précisément. Et lui, il m'a orientée vers une kiné qui se disait aussi, enfin, disons coach de quoi? Bonne question, mais en tout cas, elle avait elle-même apparemment souffert d'anorexie. Ah ouais, et elle se disait, je sais pas si elle se le disait que vis-à-vis de moi ou de manière générale, enfin coach pour aider à sortir des TCA. Du coup, je l'ai vue une seule et unique fois. Mais je la voyais parce que, à la fois parce que j'avais un problème de scoliose, enfin bon, je sais plus, mais je devais voir une kiné, enfin, voilà. Et elle m'a dit, moi j'ai été comme toi, voilà. Et en gros, elle m'a dit, maintenant il faut absolument que tu reprennes poids parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et elle m'a fait une liste, soi-disant, des aliments que je devais manger pour reprendre du poids. C'était une liste très vaste, c'est-à-dire que vraiment, c'était, il faut que tu manges des féculents, des matières grasses, de la viande, enfin, je sais pas moi, vraiment une liste des gâteaux, de tout quoi. Voilà, vraiment il y avait tout et il devait y avoir tout à part les fruits et les légumes quoi. Et moi, grosso modo, du jour au lendemain, j'ai enlevé tout ce qu'elle m'avait dit parce que moi, dans ma tête, j'avais pas envie de reprendre du poids. Ah ouais. Et elle m'avait dit, oui, il faut manger ça pour prendre du poids. Et elle t'a fait peur en fait. Ouais. Parce que quand t'avais perdu du poids, en fait, t'avais pas encore cette notion diététique. Tu l'avais fait un peu intuitivement. Oui, voilà. J'enlève un peu 2-3 trucs. En gros, sans connaître les règles diététiques. Voilà, c'est ça. En tout cas, je répète là, elle t'a mis l'accent sur. Il y a des moyens de prendre plus vite. Donc, sous-entendu, il y a des moyens de perdre plus vite, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je l'ai même pas fait dans une démarche pour perdre plus vite. C'est que vraiment, elle m'a présenté ça pour prendre du poids. Ouais, donc toi, t'as eu peur. Et moi, je me suis dit, si tout ça, c'est un truc pour reprendre du poids, mais moi je voulais pas reprendre du poids. Genre vraiment, je voulais pas reprendre du poids. En fait, c'est là qu'il y a eu la cassure où t'es vraiment tombée dans la là, vraiment, ça a été, et là, ça a été pour le coup très brutal. À la fois dans la perte de poids et aussi dans l'épuisement du corps, parce qu'on parle du poids, mais il n'y a pas que ça. Enfin, en fait, quelque part, le poids, c'est presque, c'est pas forcément ce qui a alarmé, qui a forcément alarmé en premier, mais voilà, c'est toutes les complications, la bradycardie, tout ça. Et pour le coup, moi, j'habite donc en région parisienne. Merci. Et du coup, ça, je sais absolument pas comment le manger. Attends, c'est ça. C'est comment pour manger ça? Je pense que t'enlèves. Non. Je vais enlever le chapeau. Regardez l'intérieur. On va regarder à l'intérieur. Ouais, c'est de la vanille, je pense.
Attends, je vais... Ouais, c'est trop bon. C'est vraiment la vanille. Super bonne vanille. Et toi, du coup, t'as pris matcha? Un matcha latte, ouais. Ah, t'aimes bien le matcha alors? Bah oui. La première fois que j'ai C'est goûté, partie des gens qui... bah alors la première fois que j'ai goûté ça, c'était à la mode et tout. La première fois que j'ai goûté ça, c'était l'année dernière et bon, je me suis dit ouais, c'est pas mauvais, mais c'est un goût très herbacé quoi. Donc, voilà, très vraiment d'herbe. Et puis après, genre, j'ai regoûté une seconde fois, une troisième fois. Après, j'ai toujours vu ça avec du lait d'avoine. Alors, je sais pas si, je pense que ça adoucit le truc un peu. Peut-être que, je sais pas. Mais après, je trouve que c'est un peu comme, en fait, il y a plein, genre le café. Quand t'es enfant, la première fois que tu goûtes, enfin, toi, peut-être que le chou et le vin rouge. Oui. Non, mais moi, il y a des tas de trucs que j'aimais pas. Bah, le café, je suis pas née en aimant le café. Hein. Oui, bah moi non plus. Le vin rouge, j'aime bien. Je suis pas née en aimant le vin rouge. Ouais, la bière, voilà. La bière, j'ai appris très tardivement à aimer la bière. Par contre, il y a des trucs où j'arrive toujours pas. Genre l'andouillette, j'ai essayé plusieurs fois. Les huîtres aussi, les huîtres, j'aime pas. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'est des goûts très particuliers. Oui, mais le matcha, c'est particulier. Ouais, c'est en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils stigmatisent un peu le matcha parce que ça vient du Japon, ça vient de loin, ça a un goût d'herbe. Ouais, c'est un peu le truc pour les herbivores, quoi, je sais pas. Ouais, mais alors c'est marrant parce que moi j'aurais vu ça à l'inverse, genre plein de gens qui voient, enfin moi en tout cas je pense que j'ai été beaucoup influencée par l'effet de mode, genre de voir des gens boire du matcha, des matcha latte et tout. Ouais. Et peut-être que ça aurait moins été à la mode, tu vois, j'aurais goûté une fois, je me serais dit franchement j'aime pas ça. Mais moi en fait la première fois que j'ai goûté du matcha déjà c'était au Japon, c'était il y a longtemps. Et en fait, c'était pas dans une boisson, c'était dans un gâteau. Mais à la base, c'était plutôt dans les... Enfin, moi, j'ai connu ça visuellement par les gâteaux, en tout cas. Hein. Et dans les gâteaux, ça passe beaucoup mieux. En fait, t'apprends à aimer le goût dans les gâteaux, et après, t'aimes bien les boissons. En fait, c'est un peu pareil avec le café, quoi. Quand tu manges un tiramisu, ou quand tu manges une glace au café, ça t'apprend petit à petit le goût. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même, entre les choses, genre les desserts sucrés au café et le café pur, il y a quand même un grand... pareil avec le matcha. Ouais, sans doute. Bah, après, moi, j'ai jamais goûté les Kit Kat, tu vois, moi, typiquement, c'est les Kit Kat au matcha. Ah ouais? Donc, en fait, c'est déjà du chocolat blanc hyper sucré. Oui, bah donc, ça fait passer le goût. Et après, petit à petit, tu t'habitues. Ouais, tu habitues ton palais. J'ai l'impression que tous les goûts, tu les apprends un peu comme ça. Ouais. Les goûts difficiles. Peut-être, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est typiquement le genre d'exercice que ma fille qui a des problèmes alimentaires, ça s'appelle que je me plante pas, le chaînage alimentaire. En fait, c'est que tu prends un aliment que tu aimes bien. Ouais. Ah oui, par exemple, tu mélanges avec un peu... Si tu veux goûter la patate douce, mais que tu n'aimes pas ça, mais que tu aimes les frites, en gros, tu goûtes des frites de patates douces pour t'apprendre à aimer la frite. Ouais, d'accord. En fait, c'est pareil, tu vois, t'aimes pas le matcha, tu vas manger un gâteau au matcha pour apprendre à aimer. Enfin, tu vois, c'est un peu... Oui, t'habitues ton palais... Avec sous un autre format, mais tu mets un petit peu le goût dedans. En fait, c'est comme ça qu'on apprend les goûts. Pour les goûts assez particuliers, enfin, c'est comme le pamplemousse, le citron, les agrumes pour les enfants, c'est pas toujours... Le pamplemousse, j'ai aimé ça très tard. Je pense que j'avais plus de 25 ans. J'ai jamais vraiment aimé ça. Enfin, je trouve ça trop particulier. Enfin, moi, je peux en manger, mais bon, je vois pas trop d'intérêt en fait. Et ça, si tu veux, on en a une chacun, je pense. Noix de pécan et... Sarrasin, il a dit, je sais pas si je laisse. Ça me fait penser aux trucs, tu sais, les trucs ici, là, les Energy Ball. Oui. Enfin, soi-disant ici. Les trucs soi-disant ici, des fois, c'est pas. C'est marketing. Ouais. De toute façon, tu peux mettre ça sur tout et n'importe quoi. Hein. Enfin, même sur une pomme, tu pourrais mettre une étiquette. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle se vendrait mieux. Hein, non. Mais du coup, je m'en étais arrêtée à ma première hospitalisation en pédopsie quand j'avais 15 ans. Bon, après, voilà, j'ai été hospitalisée plein de fois. T'as arrêté ta scolarité, du coup? Alors, j'ai pas arrêté ma scolarité, j'ai réussi à aller jusqu'au bac. J'ai passé mon bac, mais en retard à 20 ans, je l'ai passé. Mais dans des conditions absolument ahurissantes, mais j'ai quand même réussi. Enfin, je veux dire, j'étais plus au lycée. Hein. Je veux dire, je bossais toute seule, ou voilà. Enfin, j'ai fait 3 années de terminale en tout. Enfin, vraiment, c'était la galère, quoi. Vraiment la galère pour avoir mon bac. Au niveau juste pour suivre des cours. Hein. Mais j'ai réussi à avoir mon bac. Et après, par contre, mon parcours scolaire après le bac est globalement inexistant. Et j'ai juste repris une formation il y a genre 3 semaines. J'ai commencé une formation à
distance à la maison. Ouais. Sur quoi? Je prépare un CAP petite enfance. Ça s'appelle plus un CAP petite enfance, c'est un CAP AEPE, mais voilà. C'est très courageux. C'est le nom. Bah, après, moi, je suis passionnée par le monde de la petite enfance depuis. C'est marrant. Ah non, mais ça vraiment, c'est une des choses que la maladie m'a pas enlevé, c'est que le monde de la petite enfance, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Ah ouais, c'est chouette. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, les jeunes enfants. Je fais du bénévolat d'ailleurs à l'hôpital Necker depuis à Paris depuis 2 ans. Moi, c'est marrant avant d'avoir des enfants. Moi, la petite enfance, ça me faisait peur. Ah ouais? J'étais pas à l'aise. Mais il y a des, enfin... Alors que maintenant, bah ouais, maintenant ça va quoi. Mais en fait, je sais pas, ça m'intéressait pas. Les enfants me faisaient peur. Alors en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai 2 petits frères, mais qui ont 11 ans de moins que moi. C'est-à-dire que pendant 11 ans, moi, j'étais fille unique. Ah oui, c'est ça. Et j'avais qu'un seul rêve, c'était d'avoir un petit frère et une petite sœur. Vraiment, c'était... Ah ouais. Je rêvais de ça. Et du coup, j'ai commencé à être vraiment passionnée par tout ce qui est le monde des bébés, de la petite enfance. Alors après, donc, du temps où j'allais encore au lycée, j'ai toujours rêvé de devenir pédiatre. Vraiment, ça pour le coup, c'est quelque chose que la maladie m'a enlevé parce que là, je fais du bénévolat à l'hôpital et j'aurais tellement aimé être pédiatre. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aurais adoré. Et du coup, bon, après moi, quand j'ai passé mon bac, j'étais clairement pas en état de faire des études de médecine. Du coup, j'ai commencé par faire une licence de langues étrangères appliquées, donc rien à voir, on est d'accord. Ouais. Mais bizarrement, moi, je suis plutôt une littéraire, mais passionnée par tout ce qui est SVT, ça me plaisait. Voilà, tout ce qui est... Après, ce qui était maths physique, c'était un peu... j'avais des bonnes notes, hein, mais ça me passionnait moins, on va dire. Donc du coup, j'aime beaucoup les langues vivantes aussi. Donc du coup, j'ai commencé une licence de langue que j'ai jamais réussi à la valider. J'ai validé que ma première année, mais même en faisant cette licence de langue, mon idée restait de devenir journaliste dans le monde de la petite enfance. C'est-à-dire, ça aurait été d'écrire des articles. Alors certes, il y avait un côté international avec les langues, mais bon, j'imaginais ça en tout cas vraiment rester dans cette voie-là. Donc après, une fois que cette licence, c'est pareil, elle s'est tellement étalée dans le temps, c'est-à-dire que j'ai passé 4 ans à valider ma première année. Enfin, tu sais, avec les hospitalisations et tout. Enfin, parce que j'ai eu beaucoup d'hospitalisations qui ont été très longues, hein, donc c'est pour ça que ça a compliqué la scolarité. Donc ensuite, après cette licence, j'ai passé les concours pour intégrer une école d'éducatrice de jeunes enfants. Donc là, pour le coup, pour revenir vraiment dans le monde de la petite enfance. Mais c'est pareil, j'aurais pas été en état de faire... C'est sportif, hein. Voilà, c'est vrai physique. Et c'est super physique d'être animateur ou d'être même dans une crèche. Oui. Bah oui, c'est ça. Et puis ça aurait été... Même être médecin, c'est super physique en fait. Quand tu es à l'hôpital... t'arrêtes pas de marcher partout, quoi. Ah, mais tu sais que moi, je l'ai constaté rien qu'avec mon bénévolat. Quand j'ai commencé mon bénévolat il y a 2 ans, c'est une fois par semaine, hein, donc c'est pas beaucoup, c'est une grosse demi-journée par semaine. Mais les premiers temps, ça m'a épuisée. C'est-à-dire que je mettais 3 jours à m'en remettre parce que les enfants, et ça demande beaucoup d'énergie et tout ça. Ouais. Et bon, maintenant, ça va mieux. Enfin, ça me fatigue plus autant. J'ai été prise dans une école d'éducatrice de jeunes enfants, mais j'ai jamais pu faire la rentrée, c'était pas raisonnable, c'était pas responsable de ma part d'ailleurs. Ça, je pense qu'il y a aussi une part de savoir se responsabiliser. J'aurais pas pu travailler. Tu te sentais pas capable? Non, mais ça aurait été... C'était physiquement. Ouais, voilà. Maintenant, j'ai commencé cette formation à distance. Du coup, le CAP... Ouais. Mais du coup, les hospitalisations, tu penses que ça t'a aidé? Enfin, ça a dû t'aider forcément parce que c'est de l'urgence en fait. Ça t'a permis de sortir d'un état. En fait, moi j'ai un parcours particulier avec les hospitalisations. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai été hospitalisée 13 fois. C'était toujours pas au même endroit? Non. J'ai fait après toujours dans des services spécialisés, mais j'en ai fait 3, je crois. Pas différents endroits, 3 ou 4. Après, c'était toujours des très longues hospitalisations. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, je passais 10 mois à l'hôpital, je sortais 1 mois et je repartais à l'hôpital pendant 10. Enfin, en fait, vraiment, c'était un cercle vicieux très destructeur. Donc, c'est difficile de dire que ça m'a aidé parce que ça m'a pas du tout guéri, mais après, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses.
sur moi-même, sur le fonctionnement des TCA, et si aujourd'hui j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est quand même en partie grâce aux hospitalisations et aux professionnels de santé que j'ai rencontrés en hospice, enfin, ça clairement. Dire que ça m'a aidé, sans ça je serais plus en vie, honnêtement. Ouais. Donc je peux pas dire que ça Oui, m'a donc pas ça t'a aidé. aidé. Mais voilà, après ça m'a pas du tout guéri. Et bon voilà, c'est difficile quoi, parce que ça m'a aussi totalement sorti du cercle de la vie sociale normale entre guillemets. Pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé alors finalement pour en être là où tu en es aujourd'hui? Ce qui m'a le plus aidé, je dirais, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il y a un moment où j'avais très très peur d'être hospitalisée sous contrainte et qu'on me mette à un moment donné sous contrainte dans un hôpital où j'aurais pas du tout voulu être, voilà, de plus pouvoir choisir mes soins. C'est-à-dire que de rentrer dans une telle chronicité que j'aurais plus pu choisir mes soins. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, si je reprends pas du poids, clairement, bah, je vais finir en réa, ils vont me transférer dans un service que je veux pas aller. Et donc, c'est très bizarre de ce que je dis, mais j'étais tellement malade que c'est ça qui m'a aidé à aller mieux, en fait, c'est d'avoir peur d'être contrainte dans les soins. Après, qu'est-ce qui m'a aidé aussi? Ben, je suis suivie par une psychologue et une psychiatre que je connais depuis longtemps, auxquelles je suis quand même très attachée. Et du coup, c'est vraiment un travail d'alliance thérapeutique qui m'a beaucoup aidé. Enfin, voilà, de savoir être honnête dans mes soins. Disons que j'ai toujours, eu des discours pour faire plaisir aux médecins ou quoi. Et très bizarrement, il y a eu un moment, une période où, je sais pas, c'était vers 2019, 2020, où, voilà, j'ai eu un assez gros conflit avec ma psychiatre. Et globalement, à ce moment-là, je lui ai dit, ben, non, je veux pas guérir en fait. Non, je veux pas guérir de l'anorexie de manière. Ce que je pense que ce que pensent beaucoup de personnes malades d'anorexie mais qui n'osent pas le dire. Bah oui, oui. Moi, j'ai mis 10 ans à le dire, hein, mais je lui ai dit. C'est déjà bien parce que franchement, il y en a tellement qui disent je veux m'en sortir, alors qu'au fin fond, ils veulent pas vraiment. Enfin, ils veulent, mais ils veulent l'inconfort de la prise de poids, de la réalimentation. Voilà. Donc moi, il y a un moment, je lui ai dit, bah honnêtement, non, je veux pas guérir. Et à partir de ce moment-là, elle m'a dit, bah ok, bah part comme ça, on va travailler, partir de là. Moi, je vais pas vous forcer, mais on va essayer de faire au moins que vous ayez un confort de vie un peu meilleur. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à aller mieux, mais vraiment mieux. C'est-à-dire à la fois aller mieux au niveau des émotions, à me reconnecter avec moi-même, parce que pendant des années, j'étais très dissociée. Toutes ces hospitalisations à répétition, je les ai vécues de manière... j'étais très dissociée en fait, parce que je les ai jamais vraiment choisies, assez contraintes comme hospitalisation, donc je les ai beaucoup subies et j'ai pas été très actrice dans mes soins jusqu'à ce moment-là. Ouais, ça change beaucoup de choses quand tu arrêtes de te dire faut que je vise forcément la guérison. Oui, et puis je pense que après, souvent on dit je veux guérir, mais en fait on en est convaincu. Mais le problème c'est le mais qu'il y a derrière. C'est-à-dire je veux guérir ou je veux guérir mais sans prendre trop de poids, sans lâcher le contrôle sur l'alimentation, sans tomber dans la boulimie, chose qui fait toujours très peur. Enfin, je pense à beaucoup de personnes qui sont d'anorexie. Toi, t'es jamais tombée dans la boulimie? Non, c'est pas non plus systématique, hein, enfin, je pense. Ah bah non. Donc t'as jamais eu de faim extrême ou truc comme ça? De faim un peu. Quand tu commences à manger un peu plus, des fois tu as l'impression que tu as tout le temps faim. Bah franchement, j'ai pas l'impression. À l'heure actuelle, mes signaux de faim ou de satiété, j'en ai aucune idée. Enfin, t'as pas faim? Là, j'ai pas faim, mais j'ai pas faim non plus, tu vois. En fait, je me dis que si je mange pas et que je me fixe pas, là, je m'arrête, je mange ça. Je me dis que je pourrais manger, mais genre pendant une semaine sans m'arrêter, tu vois. Ah ouais. Mais en même temps, ça m'est jamais arrivé. Mais tu vois, Tu sais pas? Non, je sais pas. Mais non, ça m'est jamais arrivé, pour répondre à ta question. Ouais, c'est compliqué quand t'as pas fait de crise ou. Ouais. Souvent, c'est quand tu commences à faire des crises que t'as envie de consulter, ou vraiment quand t'as des gros problèmes de santé physique. Mais, Bah ouais, bon après ça aussi, moi ça m'a fait... j'ai eu beaucoup de complications somatiques à cause de l'anorexie. Après on a tous un terrain plus ou moins fragile sur différents plans. Moi ça a été le bilan hépatique, ça m'a fallu X hospitalisations. Ah ouais, qu'est-ce que tu as eu? Des cytolyses hépatiques à répétition, de dénutrition, de renutrition. Ça a été très dangereux. T'avais des œdèmes et des trucs comme ça aussi?
Non, oui, enfin, je veux dire, des fois où j'ai eu des œdèmes, mais c'est surtout mon foie qui supportait pas plus la dénutrition ni la renutrition. Enfin, en fait, Tu faisais des syndromes de renutrition, c'est ça? Ouais, j'ai fait des syndromes de renutrition inappropriée, mais mon foie était. Enfin, après, ça se voyait juste dans les prises de sang, quoi. Moi, je sentais rien. Tu sentais rien? Non, rien du tout. Mais encore aujourd'hui, mon bilan hépatique n'est pas revenu à la normale. Enfin, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, mon bilan hépatique est quand même fortement perturbé à cause de ces années. Ah ouais, c'est fou. Voilà. Après. Donc t'as aucun signe qui peuvent te dire que ça se dégrade? Non. Après, je veux dire, après, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, quand vraiment le foie ne fonctionne plus du tout, les patients peuvent venir tout jaunes ou quoi. Oui. Après, moi, c'est vraiment juste une question de cytolyse hépatique, donc c'est une alerte hépatique, mais le foie, il fonctionne. Après, on a tous un terrain plus ou moins sensible. Il y en a, c'est les reins, il y en a, c'est... En fait, le corps, il est pas... il supporte pas tout, et surtout, ça prévient pas. C'est-à-dire que moi, la semaine avant d'avoir mes premières cytolyses hépatiques, il n'y avait rien, et puis d'un coup, en fait, ça commence, et voilà, quoi. Enfin, ça a fait que... j'ai pas trop le choix d'aller à l'hôpital, quoi. Et aujourd'hui, la maladie, elle se manifeste comment dans ton quotidien? Enfin, aujourd'hui, la maladie, elle est encore très présente dans mon alimentation, C'est-à-dire que tu manges pas de tout? Non, voilà. T'as une routine alimentaire assez stricte? C'est ça. C'est globalement, je mange la même chose tous les jours, quoi. Enfin, à peu de choses près. J'ai clairement un panel alimentaire qui est pas du tout diversifié. Enfin, mais disons que ça aussi, ça a eu un effet un peu inverse dans le sens où les hospitalisations, parfois, ça m'a plus dégoûté de l'alimentation qu'autre chose, en fait. Ça me paraît très choquant dit comme ça peut-être, mais j'ai tellement été forcée à manger certaines choses que en fait, et puis il y a eu certaines hospitalisations où on était forcé à manger beaucoup. Enfin après c'était dans le cadre de cette hospitalisation c'était comme ça. Et je crache pas sur les établissements hospitaliers parce qu'il y a des personnes que ça aide. Et moi je suis pas à dire non c'est des incompétents. Non, moi dans la manière dont je les ai vécus, ça a été quand même assez traumatique. Après je trouve que ce qui est dommage dans ces hospitalisations, mais on pourrait pas le faire, c'est qu'en fait t'es dans un hôpital donc il y a un menu imposé, enfin plus ou moins. Alors qu'en fait ce qui serait pas mal c'est que ce soit comme au restaurant en fait. Tu vois, tu vas dans les anorexiques mais tu peux pas leur donner le choix le moins calorique, mais que des choix caloriques entre guillemets, mais qu'elles aient quand même le choix. En fait c'est juste le fait d'avoir l'idée d'avoir le choix. En fait je pense que ce qui fait que tu le vis mal, c'est qu'en fait quand c'est 100% imposé, tu vois. Oui, t'as zéro marge de manœuvre. C'est pareil avec les enfants, en fait. Oui. Quand tu leur dis, faut partir à l'école tout de suite, là, maintenant, pour eux, c'est mort. Si tu leur dis, on va partir à l'école, t'as le choix entre les chaussures vertes ou les chaussures blanches. Là, en fait, t'as l'impression d'avoir un choix, donc tout de suite, t'intègres mieux. Je pense que dans l'hospitalisation, si tu donnais l'impression à la personne anorexique qu'elle a un micro-choix, je pense que ça, psychologiquement, en fait, tu vis mieux. Mais après, par exemple, moi, je pense, par exemple, à une structure en particulier, mais les patients, parce qu'il y avait aussi des hommes quand même, je tiens à préciser, il n'y a pas que des femmes, les patients qui vont en étant partie prenante, en demandant l'hospitalisation, et même si oui, il y aura peut-être un inconfort à la réalimentation, c'est pas du tout pareil que moi qui suis allée forcer. Tu t'étais forcée par qui? J'étais forcée par... genre, j'étais pas sous contrainte. Parce que t'étais majeure. Oui, j'étais majeure, mais il y a un moment, même quand t'es majeure, tu peux être hospitalisée à la demande d'un tiers. Et donc moi, j'étais pas sous contrainte, mais clairement, c'était, si t'y vas pas, dans un mois, t'es sous contrainte. Enfin, ça, c'était mes médecins, c'était... mes médecins. Oui, c'était le chantage, quoi. Oui, voilà. Et puis, il y a un moment, tu sais, à force d'insister, enfin, tu sais... il y a une espèce de pression mentale qu'on peut te mettre, et en même temps, mais ça peut venir aussi de la famille, mais tu peux pas leur reprocher. Enfin, tu vois, toi, tu le disais toi-même avec tes filles, si elles commençaient à ne plus s'alimenter, tu veux les sauver. Enfin, tu vois, il y a un moment, tu veux que ça aille mieux. Et les parents, quand ils voient leurs enfants se détruire devant eux, il y a un moment, ils veulent juste au moins que somatiquement ça aille mieux, tu vois. Sur toi, l'anorexie, pour toi, c'est une volonté de se détruire? C'est pas forcément une volonté première de se détruire, mais la réalité, c'est quand même. Au final, le résultat, il est là. Le résultat, il est là, ouais. Mais non, enfin, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à me restreindre, même je pense quand j'étais au plus profond de l'anorexie, je me suis jamais dit tiens, je suis en train de me tuer, quoi. Enfin non,
la vision que peuvent avoir les proches, la famille, ben, ça reste quand même ça. Enfin, bon, et puis aussi, ce qui faisait que j'avais pas trop le choix d'aller à l'hôpital, c'était mes problèmes somatiques. Enfin, bon, on en revient toujours à ça, mais bah, ça fait c'est que des problèmes somatiques assez graves en fait. Ouais. Parce que le foie, ça rigole pas, tu vois. Quand t'as des problèmes d'ostéoporose, bon, c'est moins, enfin, c'est grave. Je dis pas que c'est pas grave, mais donc c'est pas, ça met pas ta vie en jeu. Ouais, pas directement. Le foie, c'est vraiment un organe important. L'ostéoporose, ça met. En fait, c'est très difficile à se rétablir. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais ça me prend des années. Alors que le foie, oui, c'est il faut vraiment une renutrition urgente et voilà. Oui, oui. Je regrette pas ces périodes d'hospitalisation. Je regrette de ne pas avoir vécu en dehors de l'hôpital, mais disons que ça s'est fait comme ça et quelque part j'ai aussi eu de la chance d'avoir accès à ces soins-là. Ouais, on va pas se mentir. Voilà. Bah oui, surtout dans des endroits spécialisés, c'est pas non plus donné à tout le monde. Du coup, si tu veux parler un peu, je sais pas, tout à l'heure tu me disais de débattre avec moi sur Instagram. Ah oui, non, c'est vrai qu'on débat souvent. Non, mais c'est vrai que souvent on a. Par rapport à ce que tu partages, enfin, j'avoue que j'ai pas trop le temps de lire tout ce que tu écris parce que t'as quand même une plume, t'écris pas mal. Je pense que ça doit aussi t'aider à. Ouais, mais c'est trop limité sur Instagram. Oui. C'est trop compliqué. Oui, t'aimes beaucoup écrire. Ouais, et moi, de ce que j'ai lu de ce que tu faisais, j'étais assez d'accord avec tout ce que tu disais. Non, mais je plaisantais quand on débattait, mais je sais plus, c'était... si, on a pas mal discuté de la question de la différence entre faire un régime et souffrir d'un TCA, enfin voilà. Et ah oui, c'est vrai, il y avait ça. On a pas mal parlé de ça. C'était surtout ça, en fait, je crois. Mais c'est vrai qu'après... on parle tous avec notre vécu. Oui. Et comme toi, tu as été, je pense, beaucoup plus atteinte que moi. Enfin, dans le sens où tu as connu des hospitalisations très longues. Je pense que tu as dû avoir une sonde. Oui, oui. Tu as eu des grosses complications somatiques. Tout ça, moi, j'ai pas connu. Oui. Du coup, tu vois, des fois, moi, je pourrais ne pas me sentir légitime en me disant, bah non, en fait, moi, j'ai pas souffert de TCA. Et voilà, et basta, et ferme ta gueule. Parce que justement, moi, j'ai envie d'ouvrir la parole sur le fait que, même si on tombe pas dans des extrêmes comme ça, c'est quand même pas normal. Enfin, tu vois, ce que j'ai vécu, c'est... moi, j'ai quand même fait des études de médecine. Enfin, tu vois, il y a vraiment zéro comparaison et je suis très chanceuse d'être là où je suis aujourd'hui. Mais tu vois, je me positionne typiquement dans quelqu'un qui a... Oui, pour moi, la différence entre les personnes qui font un régime et celles qui font un TCA, c'est que de toutes les façons, quand tu es dans un régime, t'as un trouble du comportement alimentaire parce que tu ne peux pas écouter ton intuition. Enfin, t'écoutes pas tes sensations, donc tu es dans un TCA. Mais ton alimentation est troublée. Voilà, ton alimentation est troublée, mais que quand tu décides d'arrêter, tu reviens à ton état antérieur et t'en as pas de séquelles, ça te provoque pas de graves troubles. Alors que les personnes qui sont en TCA, en fait, elles n'arrivent pas à arrêter. Et du coup, elles se retrouvent enfermées dedans. Oui, mais alors ça, ça je suis totalement... je suis d'accord avec toi. Enfin, après, un régime, ça peut évidemment être le déclencheur. Ça l'est souvent, le TCA. Oui, mais ça l'est pas tout le temps. Ça l'est pas tout le temps, mais ça l'est souvent. Oui, c'est vrai que moi, je voyais plus sur tous les symptômes autres qu'il peut y avoir à côté d'un TCA. Et toi, comme tu disais, moi aussi, j'avais des TOC, même étant petite, avant d'avoir des TCA. Donc on voit bien que même avant de faire un régime, quand je te dis que j'ai des petites, vraiment peut-être 6, 7, 8 ans, voilà. Donc c'est sûr que c'est un terrain qui est un terrain de prédisposition. Oui. Oui, j'avais lu dans un article que c'était les mêmes gènes de prédisposition pour les TOC et pour l'anorexie. Enfin, en tout cas, pour l'anorexie. Après, je pense que c'est pas du tout une question. En tout cas, nous, quand on en discutait l'autre jour, pour moi, c'est pas du tout une question d'échelle de souffrance. C'est-à-dire que je pense que même deux personnes qui souffrent d'anorexie mentale, genre vraiment d'anorexie mentale, bien dans les clichés, elles seront pas, on peut pas dire elles souffrent de la même manière, elles seront pas forcément handicapées dans leur quotidien de la même manière. Ça dépend des périodes. Pour moi, et l'idée, c'est pas du tout de dire les personnes qui souffrent d'anorexie mentale ou qui souffrent de boulimie sont plus en souffrance que les personnes qui sont en régime. Vraiment pas du tout. C'est pas du tout. Moi, mon propos, c'est plus que je pense que justement pour alerter les gens par rapport au régime et aux risques
En fait, pour moi, c'est vraiment de définir le fait que faire un régime, c'est pas une maladie à la base, en fait. Vraiment, ça peut arriver à tout le monde, mais ça peut déclencher une maladie derrière. Ouais. Tu vois, moi, je prenais l'exemple, je me disais mon père, typiquement. Mon père qui est vraiment un mangeur intuitif. Je pense que je suis pas non plus une experte, mais je pense que mon père, c'est vraiment un mangeur intuitif. Enfin, il mange ce qu'il a envie, quand il a envie, voilà. Et ben, je pense que si demain, son médecin lui dit, je sais pas, vous avez du cholestérol, il faut que vous commenciez un régime. Je vois pas mon père tomber dans l'anorexie. Honnêtement, Pourquoi? Parce que justement, pour moi, c'est un tel panel de symptômes que pour moi, juste changer son alimentation ne suffira pas à lui faire déclencher une dépression, à lui faire déclencher des TOC, à lui faire déclencher de l'automutilation, à lui faire déclencher une phobie sociale. Enfin, pour moi, tout ça, ça vient d'un mal-être quand même qui n'est pas en que fait, dans souvent, l'assiette. les TOC et la phobie sociale, ils sont présents avant. Oui. C'est plutôt eux qui déclenchent le TCA. Enfin, c'est plutôt eux qui font le terrain du TCA. Oui, voilà. Ils amplifient juste. De toute manière, je pense que l'origine, clairement, le déclencheur des TCA, et ça reste, c'est pas trop. Enfin, on peut jamais vraiment savoir qu'est-ce qui a causé le TCA. Mais après, je pense qu'on ne vivrait pas dans cette société avec toute cette diète culture et tout ça, et tous ces régimes. Je pense que moi, j'aurais peut-être développé de multiples TOC, enfin d'autres trucs, tu vois, mais ça se serait pas trop porté sur l'alimentation. Oui, ça c'est possible, ouais. Donc en fait, le régime ou la culture des régimes, ça fait que déclencher, ça fait que appuyer sur la gâchette d'un pistolet qui est déjà chargé à bloc avec tout un bagage. Il y a quand même eu des premiers cas de TCA depuis le Moyen-Âge. Enfin, mais à cette époque-là, tu avais d'autres. Les êtres humains, je pense qu'ils ont toujours eu. L'alimentation, ça a toujours été un sujet de contrôle, que ce soit par le biais de la diète culture, mais par le biais des religions. Et je pense que tu vois, au Moyen-Âge, tu pouvais développer une anorexie pour des questions religieuses. Oui, le sujet alimentaire, il est là depuis la nuit des temps. C'est pas un régime en soi, mais peut-être par exemple, tu fais un jeûne religieux, paf, ça te déclenche l'anorexie. Ouais. Sinon, c'est vrai que toi, tu parles beaucoup d'alimentation intuitive. Et moi, c'est quelque chose, je peux pas dire que c'est quelque chose que je connais pas bien. Je peux pas dire, mais souvent, toi, tu dis que c'est ça qui t'a aidé à sortir de l'anorexie, c'est ça? Je sais pas si c'est ça, parce que ma diététicienne, elle était pas formée par cette approche-là. En fait, c'était une approche voisine. C'est parce qu'en France, l'alimentation intuitive, c'est pas très, il n'y a pas vraiment de formation en France, qui ont cette étiquette-là. Enfin, en fait, c'est une approche américaine. Mais il y a des approches qui ressemblent. Et moi, ma diète, elle était là-dedans. Et surtout, ma diète, c'était une mangeuse intuitive. Et on est devenus un peu amis, entre guillemets. Et du coup, elle me parlait aussi de son rapport à l'alimentation. Ouais. Et du coup, elle se définissait comme ça. Et le fait est que voilà, quand tu as des gens comme ça que tu prends un peu en exemple, du coup, c'est pour ça que je parle beaucoup d'alimentation intuitive. Et puis après, sur Instagram, j'ai trouvé des contenus là-dedans, sur YouTube aussi. Et puis après, j'ai lu le livre. Ouais. Et en fait, ce que je trouvais pas mal dans le livre, c'est que tu avais les principes. Et que le premier, c'était rejeter la culture des régimes. Et ça, je trouve que ça manque un peu, tu vois, dans les autres approches. Ouais. Après, ce que je trouve difficile, en tout cas quand on souffre d'un TCA chronique et très ancré, c'est que si on n'a plus ces sensations de faim et de satiété, alors on peut avoir encore des envies alimentaires, c'est vrai. Par exemple, toi, quand tu étais dans l'anorexie, est-ce que tu as perdu tes signaux de faim et de satiété ou pas? Non. Ah, j'ai perdu mes signaux de satiété, ça c'est sûr. Ouais. Mais de faim, non. Mais l'alimentation intuitive, c'est pas manger intuitivement. Oui, non, mais je sais que c'est bien. En fait, c'est une thérapie. Et en fait, quand tu es dans l'anorexie, bien sûr que tu peux pas manger par faim. Oui. C'est évident. Oui, c'est ça. C'est que parfois, les gens, en tout cas, quand les gens qui sont dans l'anorexie, ils le prennent de manière un peu simplifiée c'est manger intuitivement. Bah vas-y, voilà. Je mange quand j'ai faim, je mange, et je m'arrête quand j'ai plus faim. Mais en fait, il y a un moment, quand tu ressens plus tes signaux, je sais pas, moi, peut-être que maintenant, je vais me lever, je vais manger une pomme et je vais me dire, je suis calée là. Ou alors que t'as faim tout le temps, en fait. Oui, voilà. Ça fait trop peur. Ouais. Enfin, moi, ça me faisait trop peur dans ce sens-là, l'alimentation intuitive. Parce que moi, j'avais tout le temps faim. Donc en fait, si j'écoute l'alimentation intuitive, il fallait que je mange tout le temps. Ouais.
Mais après, oui, je sais, et voilà, j'ai entendu en parler que c'est bien, enfin, et puis je suis d'autres comptes aussi qui parlent de ça, c'est bien plus que. Pour moi, c'est une philosophie. Oui. C'est pas, ça devrait pas s'appeler l'alimentation intuitive, parce qu'en fait, c'est perverti, c'est repris en fait en mode régime, genre l'alimentation intuitive pour faire du poids. Non, justement, c'est de sortir. Déjà, tu dois sortir de la culture des régimes. Donc, pour sortir de la culture des régimes, tu dois sortir de l'approche pondérocentrée. Et moi, ma diététicienne, quand j'ai commencé à la voir, elle a dit que j'aurais arrêté de me peser, en fait, y compris avec elle. Ouais. Et ça, en fait, je pensais pas qu'elle allait accepter, parce que j'étais pas en grand surpoids, mais j'étais quand même maigre. Donc, je pensais qu'elle allait vouloir contrôler pour voir si je perdais pas du poids. Et ça, elle a bien voulu. Elle a bien voulu, ouais. Elle m'a fait confiance. Ouais, après, moi, je trouve que. Enfin, c'est vrai que toutes ces questions de l'IMC, c'est de la merde ou quoi, et ça, je suis totalement d'accord, mais c'est vrai qu'il y a certains cas, certaines situations aiguës, où en fait, l'IMC, moi, je suis d'accord, c'est pas du tout la meilleure manière d'évaluer les choses, mais alors, c'est pas trop remplacé par autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que dans certains critères de gravité, on peut pas faire ça. Non, mais bien sûr. Mais après, ça dépend. Si tu viens chez ma diététicienne en lui disant écoutez, moi, je veux pas guérir. Et voilà, j'aimerais juste apprendre à jongler avec ma maladie. Là, c'est sûr qu'elle va te peser. Mais moi, je suis pas venue comme ça, tu vois. Oui, bien sûr. Je suis venue en mode j'ai la rage, quoi. Ouais. En mode je veux bazarder cette maladie. Et ça, c'était une fois que tu avais eu ta première fille que tu y allais. Ouais. Ça, non, j'aurais été incapable de le faire avant. Je pense que ça m'a vraiment fait un électrochoc. En fait, moi, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours voulu avoir des enfants, j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse et tout. Enfin, vraiment, c'était mon rêve de vie, d'avoir une grande famille. C'est ton rêve de vie. C'est mon rêve de vie, mais je dis pas au passé, mais en même temps, tu vois, malheureusement, c'est triste parce que je sais que j'ai 28 ans, j'ai pas toute la vie devant moi, tu vois, et que si je reste dans cette espèce de confort intermédiaire que j'ai en ce moment, je parle pas de la question d'avoir un enfant physiquement, enfin d'avoir ses règles ou quoi, mais je parle vraiment. Je sais que à l'instant T, je n'ai pas la disposition psychique, la disponibilité psychique pour avoir un enfant, et que je ne pourrais pas m'occuper d'un enfant comme je voudrais le faire avec les TCA qui prennent une telle place dans mon cerveau en fait. Oui, c'est ça. Je peux concevoir, enfin tu vois, le fait que quand tu as un enfant, tu te dis. Moi, j'étais pas prête non plus. Hein. Oui, mais une fois que tu as eu une fois que tu as eu ta fille, tu t'en es rendu compte et au final, ça t'a fait changer les choses. Ouais, mais tu vois, toi, t'as cette lucidité de te rendre compte de ça, tu vois. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était que d'avoir un enfant. Ça, d'ailleurs, c'est un sujet parce qu'on n'en parle pas trop. En fait, on s'en rend pas compte, hein, ce que c'est d'avoir un enfant, quoi. Bah non, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. On n'en a pas eu. On pense que les enfants dorment. Allez, on le pose dans son landau, il va dormir. Du coup, moi, je me rendais pas trop compte. Moi, je voulais un enfant, voilà. Du coup, il y a le truc physique que je pouvais pas en avoir, mais maintenant, avec la médecine, tu peux avoir des enfants même quand tu peux pas en avoir. Bon, bref, donc j'ai eu un enfant. Et c'est là, après, que je me suis rendu compte de ce que c'était. Et surtout, moi, il y a un truc, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas que mon enfant soit comme ça. Oui. Et que c'est surtout pour ça, en fait. Oui, moi aussi, en fait. Tu vois, j'ai pas envie de lui transmettre des trucs. Ils grandissent dans un univers et ça fait d'eux ce qu'ils sont. Enfin voilà, et même, tu vois, moi, j'ai parlé du harcèlement scolaire et tout, mais j'ai aussi grandi dans un univers familial, alors vraiment avec des TCA, mais extrêmement conflictuel. Enfin, mes parents sont un couple conflictuel, un couple qui se hurle dessus à longueur de journée. Ils ont toujours été comme ça, mais ça a aussi fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ça a fait mes failles, ça a fait mes fragilités. Je leur en veux pas, je suis pas là en mode ils sont conscients des choses, mais les enfants ils font tellement tout ce qu'il y a autour d'eux. Moi j'ai grandi dans un équilibre qui n'en était pas un, et si tu veux, j'ai voulu me créer un cadre que je n'avais pas avec l'anorexie, et l'anorexie c'est venu me créer un cadre autour de moi que je n'ai jamais eu autrement en fait.
bizarrement. Et pourquoi je parle au passé, c'est parce que, enfin, c'est triste à dire, mais j'aurais jamais la famille que j'aurais voulu avoir. Enfin, je le sais. Mais pourquoi? Bah parce que C'est maintenant tu peux avoir des enfants même après 40 ans. Hein. oui, je sais. Mais bon, moi j'aurais voulu avoir enfin je sais pas, mais on va parler de choses très taboues, par exemple, enfin très taboues ou pas. Moi j'ai 28 ans, j'ai passé ma vie à l'hôpital, je n'ai jamais eu un copain. Je n'ai jamais eu de copain, tu vois. Donc Ouais. à un moment, oui les choses peuvent se faire vite, mais je vais pas avoir des enfants à 70 ans. Hein. Genre moi j'aurais adoré avoir 4-5 enfants, avoir une grande famille. Aujourd'hui, bon, rien n'est impossible, mais et je me dis que si j'arrive à avoir un enfant un jour, ce serait pour moi un miracle en fait. Enfin, ce serait ma plus belle revanche sur l'anorexie vraiment. Pour le moment, je m'occupe des enfants des autres avec ma formation. Ouais. Mais non, tout ça pour dire que tu vois, je suis lucide sur certaines choses et en même temps, je change pas ma situation pour autant. Donc c'est clairement tordu quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ouais, mais c'est vrai que l'anorexie, c'est vraiment un isolement, même quand t'es pas hospitalisé, en fait. Ah oui. Non, mais là, moi, je parle hospitalisation, mais clairement, presque, je pense que j'ai été moins isolée grâce à l'hospitalisation parce que j'ai pu créer des liens avec les autres patients. Ouais. Dont certaines sont devenues de véritables amies. C'est pas devenu des anciennes patientes, c'est devenu de vraies amies avec qui je pars en vacances, avec qui, voilà. Mais sinon, bah oui, j'aurais juste été enfermée chez moi. C'est pas l'hospitalisation qui isole, c'est l'anorexie. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'être hospitalisées parce que ça va les couper du monde. Mais c'est la maladie qui nous coupe du monde, hein. C'est pas l'hôpital. Hein. Donc ça, je trouve ça super triste ce que tu dis parce que, en fait, moi, j'aurais pensé comme toi. Bah, je pense que là, à l'heure actuelle, j'aurais toujours pas d'enfant. Bah oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai foncé tête baissée. Foncé tête baissée. Mais après, et je me suis pas t'avais rendu quelqu'un compte. dans ta vie aussi. Oui, j'avais quelqu'un dans ma vie, c'est sûr. C'est sûr que baissée quand t'es toute seule. Oui, c'est sûr que je l'aurais pas fait toute seule. Ouais. Si là ce soir je rentre et je dis à mes parents, je vais avoir un bébé là. Genre, je crois que mes parents ils vont me dire, Charlotte, là il manque une case. Hein. Ouais. En fait, à partir du moment où il y avait un papa, bah oui. En fait, je me suis dit c'est bon. Et si j'avais réfléchi comme toi, je me serais jamais sentie prête en fait. Enfin, tu vois, je sais pas, mais moi sachant qu'en plus, ça rend les choses très compliquées. Quand à 28 ans, t'as jamais eu d'histoire, enfin, rencontrer quelqu'un et comment on rencontre quelqu'un quand moi j'ai pas une vie sociale débordante non plus, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, mais tu sais, ça existe des gens comme toi. Enfin, moi, aussi bien moi que mon mari, on n'avait pas des vies sociales débordantes. J'avais pas eu 36 000 copains dans ma vie. Je suis quelqu'un de très réfléchi et de trop réfléchi. Et je pense que parfois c'est un défaut. Parce que comme tu dis, toi peut-être que tu as foncé tête baissée, mais au final tu as vite pris conscience des choses, tu vois, tu as rectifié le tir, au final tu as construit ta famille, c'est une belle victoire. Enfin, je sais pas si on appelle ça une victoire, mais c'est une belle réussite au final. Mais peut-être que je reviendrai dans 3 ans faire une vidéo avec toi, avec un bébé dans les bras, peut-être. Hein, mais ouais, j'aimerais beaucoup. T'as 28 ans. Moi, ma première fille, je l'ai eue à 32. Oui, non, mais je sais que j'ai le temps quand même. Enfin, j'ai le temps, mais tu vois, ce que je me dis, c'est que ça fait 13 ans que je suis malade et 13 ans que je suis toujours à me dire un jour ça ira mieux. Tu vois, un jour ça ira mieux, un jour ce sera derrière moi, machin. Mais dans 13 ans, j'aurai presque 42 ans. Tu vois, je peux pas passer ma vie à me dire plus tard ça ira mieux. Enfin, ça va pas venir tout seul en fait. Hein. Merci beaucoup Charlotte de ta participation. Merci Caroline, c'était un plaisir. Ouais, franchement j'ai adoré. Moi aussi. Et puis superbe pâtisserie, vraiment des œuvres d'art. Voilà, c'était un super moment, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Est-ce qu'on peut mettre ton compte Insta en description avec plaisir, si jamais avec plaisir. des gens veulent venir te parler Je réponds avec plaisir, j'adore échanger avec vous. Oui, voilà. Oui, c'est vérifié. J'adore débattre, si vous voulez venir débattre. C'est souvent le cas sur Instagram. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.